Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont on va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat consacré à cette magnifique victoire des Bleus en Coupe du Monde. Magnifique victoire sur le plan sportif évidemment, mais pas seulement. Au-delà du foot, cette coupe signe peut-être le retour de la fierté nationale. Drapeaux tricolores et marseillaise ont envahi les rues du pays et en particulier les Champs-Élysées, encore cet après-midi pour le défilé des Bleus. Sommes-nous à un tournant idéologique ou sociétal? La nation française est-elle en train de renaître, loin des considérations communautaristes et même du fameux slogan de 98 Black Blanc Beurre? Certains diront beaucoup de bruit pour rien. Nous ouvrons le débat ce soir sur ce plateau. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera Patrick Le Yarrick à Pierre Aski. Nous reviendrons sur l'autre réussite de ce mondial. L'organisation, les conditions de sécurité, le bon esprit général de la compétition, tous sont unanimes. La Russie de Vladimir Poutine a parfaitement géré l'événement. À l'heure des conflits diplomatiques à répétition avec les Occidentaux, le chef du Kremlin a-t-il réussi son opération séduction? Nous en débattrons avec nos spécialistes. Mais d'abord, cette liesse populaire autour des Bleus et de leur exploit en Coupe du Monde. Il y a la joie, il y a la fête, mais il y a aussi ces notions si rares du vivre ensemble et de la fierté nationale. Les symboles tricolores sont aussi les héros de cette célébration. Et ces dernières années, ils ne sortaient, il faut bien le dire, qu'au lendemain des attentats. Le retour des Bleus signe-t-il le retour d'une nation? On en débat avec nos invités juste après ce sujet de Julie Hulin. 20 ans après, une deuxième étoile et une autre une, éternelle. L'équipe de France, à nouveau championne du monde, et tout un pays qui exulte encore et encore. Champion du monde. Voilà, c'est magnifique. La deuxième fois, 98, on était petits. 20 ans, hein. On a pris 20 ans. On a besoin en ce moment. On a besoin d'être tous rassemblés et ça fait du bien en fait. Les cris de bonheur au moment du coup de sifflet final hier soir. La victoire de la France 4-2 contre les Croates. Des milliers de supporters rassemblés partout en France pour célébrer la victoire. Pendant que les joueurs savourent ce moment en Russie, aux côtés notamment du président français. C'est important, monsieur le président. Vous l'avez gagné. Merci. À Paris, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et la Tour Montparnasse se sont illuminés hier soir en bleu-blanc-rouge, suivis de tous les visages des Bleus. La nuit était courte et festive, une véritable cohésion nationale. Et quelques heures plus tard, les Champs-Élysées à nouveau envahis pour fêter cette victoire avec les joueurs. Le plaisir pour les champions du monde de savourer chaque instant de ce moment unique. Et avec nous pour aller plus loin ce soir, Rémi Féraud, bonsoir, sénateur socialiste de Paris. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, directeur de la rédaction d'Atlantico. Éric Mestrallet, bonsoir, président de la Fondation Espérance Banlieue. Et Antoine Panicali, bonsoir à vous également, directeur du développement du think tank Sport et Citoyenneté. Merci à tous les quatre. Pour bien ouvrir ce débat, je voudrais juste vous lire cette phrase du philosophe Robert Redeker dans le Figaro ce matin. L'ambiance collective s'est transformée par rapport à 98. Ce qui paraissait suspect, le drapeau et la nation, la fierté nationale, sont de retour. De ce point de vue, cette Coupe du Monde est à la fois le témoin et le symptôme d'un basculement idéologique et politique qui n'en est sans doute qu'à ses débuts. Il va assez loin. Rémi Féraud, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? En partie, on verra dans le temps, mais en partie oui. Et je pense que si basculement il y a, c'est-à-dire ce patriotisme et cette volonté de marquer la diversité, mais d'abord surtout l'unité, date du 11 janvier 2015. Et dans cette victoire d'hier, elle s'inscrit aussi dans ce mouvement-là. J'étais, au moment des attentats de 2015, maire du 10e arrondissement. Hier, je tenais à être au Carillon, à voir aussi l'ambiance dans mon quartier que je connais très bien. Et oui, il y avait une joie collective qui s'inscrivait dans ce mouvement de fierté et d'affirmation, de conviction républicaine et de valeurs républicaines, avec un mot d'ailleurs dont on parle beaucoup plus ces derniers temps, qui est le mot de fraternité. Donc moi j'ai senti une envie d'unité et de fraternité dans la diversité, mais d'abord pour valoriser cette unité, cette fraternité républicaine. Et c'est vrai que Didier Deschamps, en disant « Vive la République », a dit une phrase très forte et on ne s'attendait pas forcément à ce qu'elle soit dans sa bouche à ce moment-là. Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes d'accord, il y a un basculement et qui serait peut-être, comme Rémi Féraud vient de le dire, dans la continuité de ce que nous avons vécu de manière tragique après les attentats de 2015 ? Oui, je ne pense pas que ce soit la Coupe du Monde en tant que telle qui soit le moteur du basculement. C'est l'histoire qui a changé maintenant. Dans mon souvenir, en tout cas, il y avait aussi beaucoup de bleu, blanc, rouge en 1998. Simplement, ça avait été interprété un peu différemment avec la fameuse France Black Blanc Beurre
qui avait ensuite déçu. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus de prudence quand même dans la manière de le prendre, parce que bien sûr, il y a une envie de fraternité, une envie d'unité. Et d'ailleurs, cette équipe-là, cette incarnation-là de l'équipe de France, je crois, l'a très bien compris par rapport, on se souvient, à des générations beaucoup plus individualistes ou qui avaient de la peine à chanter la Marseillaise. Maintenant, ça s'inscrit quand même dans un contexte où c'est très paradoxal, parce que moi, j'ai quand même entendu Emmanuel Macron il y a quelques semaines nous expliquer que le nationalisme, c'était la lèpre. Et donc, j'aimerais comprendre vraiment où est la différence. C'est-à-dire qu'on a le droit, quand c'est du football, mais on n'a pas le droit sur d'autres terrains. Et où range-t-il à ce compte-là l'islamisme, qui est finalement une prétention à l'universel? Donc, les catégories, elles ne sont pas figées. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est que je pense que là, le basculement, si basculement il y a, il est que nous sommes dans une phase où nous avons à reconstruire nos traditionnelles catégories de pensée. Je pense qu'il faut le faire sans précipitation et il faut aussi le faire sans trop surinvestir cette victoire-là, parce qu'on a la chance d'avoir une équipe. Non, mais d'avoir une équipe des Kylian Mbappé, des Pogba, des Deschamps, vous y faisiez référence, qui disaient vive la République, qui se montrent très intelligents dans leur manière de le gérer. Soyons-le autant qu'eux, sans y projeter justement d'attentes démesurées, parce que je crois que le travail, il est devant nous. On y viendra à la façon dont les joueurs ont géré effectivement et utilisé ces mots de République et de France. Éric Mestralet, vous sentez une différence subtile avec 98 ? Indéniablement, elle est plus que subtile. On voit une équipe qui travaille, où il y a peu de stars qui se mettent en avant, et un vrai labeur pour faire France, justement. Donc on a parlé de la République, mais on a parlé aussi beaucoup de la France qui s'incarne de cette manière-là. Et au-delà des idéologies qui ont été évoquées, moi j'ai surtout sorti une dimension très organique, très vivante de cette fraternité. Et donc on parle beaucoup d'idées, bien évidemment les représentations vont évoluer, mais voyons aussi cette réalité dont la France a besoin, dont on ne peut pas se couper, et qui vraiment permettra de construire quelque chose de solide. C'est en se réenracinant dans cette réalité que l'on pourra faire quelque chose. Antoine Panicali ? Je rejoins la plupart des choses qui ont été dites. En effet, basculement idéologique et politique, nous dit Robert Redeker. Vous êtes d'accord avec cela ? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Ce que j'ai envie de retenir, moi, principalement, c'est la joie collective, c'est la ferveur populaire qui a été là hier, qui est encore là même en ce moment d'ailleurs. Je pense qu'il faut déjà s'arrêter sur ce positivisme-là. C'est important de le marquer, d'en profiter. Après, oui, il faut pas être naïf, il ne faut pas être angélique. Malgré tout, le sport ne peut pas tout résoudre. Maintenant, le sport a malgré tout démontré hier que ça pouvait être un levier de ferveur, un levier d'innovation qui peut être extrêmement intéressant, un levier de cohésion sociale qui peut être extrêmement performant. Alors, dans toutes les villes de France, ça ne vous a pas échappé. On a entonné la Marseillaise, brandi le drapeau français. Les symboles tricolores ont fait un retour fracassant, et y compris dans les lieux où peut-être on l'attendait moins. Regardez cette vidéo qui a été tournée dans un train de banlieue entre Mantes-la-Jolie et Paris. On y voit des jeunes, parfois même des enfants, vous allez le voir, toutes origines confondues, entonner l'hymne national, vous l'entendez. Et fier du bleu, blanc, rouge, à Bondy, c'est la ville où Kylian Mbappé a fait ses débuts. Les habitants, certains habitants, ont même remercié la France. Écoutez. Ah non, on peut que crier, c'est la joie, franchement excellent. Excellent, franchement excellent match. Vive la France! Tout à fait, vive la France, merci Kiki, merci la France. 98, il y avait un an, j'étais sur les j'ai oublié. Là maintenant, je suis passé un an en 2018. Et là, on est là et c'est bon pour nous, quoi. C'est bon déjà. Qu'est-ce que ça vous fait à tous d'entendre cela? Pardon, mais c'est peut-être des endroits où on ne disait pas merci la France et vive la France, Rémi Féraud. Ça fait plaisir. Je suis surpris que vous ayez exprimé cette surprise tout à l'heure, qu'on puisse crier merci la France à Bondy. Ça ne vous surprend pas, vous? C'est bien, mais non, ça ne me surprend pas. Et il ne faut pas minorer la capacité d'intégration française, même si elle a été mise à rude épreuve ces dernières années. Nous ne sommes pas le seul pays européen. C'est plus que de l'intégration, c'est de la fierté. Oui, mais nous ne sommes pas le seul pays européen qui s'interroge sur son identité, sur son avenir, sur ses apports multiculturels. Mais il y a une spécificité républicaine et qui est une fierté républicaine partagée par une jeunesse qui est souvent aussi discriminée. Et c'est un bon signal hier. Je crois qu'il ne faut pas en effet survaloriser un événement sportif et avoir ses dans effets, la durée. bien sûr. Mais en tout cas, oui, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Je pense que ça peut aussi faire plaisir à beaucoup de Français qui s'interrogent justement dans un pays qui a une identité très forte, un patriotisme très fort, qu'il a montré ces dernières années et qui a
envie de le faire partager à toutes et tous. Jean-Sébastien Ferjou, vous n'êtes pas surpris, vous non plus, par ces images, par ces « Merci la France » et « Vive la France » ? Mais c'est toujours la même chose, c'est une question d'angle. Enfin, une personne, c'est une personne. De la manière, vous auriez pu en trouver une autre qui aurait dit quoi ? Disent l'inverse, enfin, comme on a pu l'entendre. Donc je pense qu'il ne faut pas surinterpréter certaines images. Maintenant, je pense que ce qui se joue là, c'est justement... Il y a 3 camps, enfin, je ne sais pas comment le définir, je pense, une espèce de masse des Français qui se trouvent un peu pris en otage sous la pression de 2 identitarismes. Il y a une espèce de dérive identitaire de la droite, on l'a vu avec un Renaud Camus disant moi je soutiens l'équipe croate parce que je suis européen, mon identité c'est d'être blanc et donc l'équipe de France elle n'est pas assez blanche. Donc il y a ça d'un côté et puis de l'autre côté il y a ceux qui ne cessent en permanence de nous ramener au fait que ne soyez pas racistes puisqu'ils ont gagné la Coupe du Monde, vous voyez bien que les immigrés sont capables d'apporter quelque chose à ce pays. Et ces 2 raisonnements-là sont profondément toxique, parce que si on inverse la logique, à ce compte-là, on n'avait qu'à dire, donc en 2010, en Afrique du Sud, on avait raison d'être raciste, puisqu'ils nous ont pas fait, non seulement ils nous ont pas fait gagner, et en plus, ils avaient eu un comportement déplorable. Ce qui est évidemment totalement absurde, mais je trouve que c'est très révélateur. Là, ce qui fait du bien, c'est de voir cette France du milieu, c'est celle qui justement, je vous parlais de reconstruire des catégories, c'est celle qui, il y a quelque chose, vous le disiez, d'un peu instinctif, d'assez immédiat. Antoine Griezmann, quand il dit, mais soyons fiers d'être français parce qu'en France, on mange bien, les journalistes, ils sont beaux, enfin, il y avait quelque chose de touchant parce que de presque enfantin, c'était son rêve d'enfant qui était là, et justement, c'est bien qu'il y ait ça. Et c'est bien aussi que les débats puissent se faire sans la pression des 2 camps, parce qu'on est en permanence ramené à des injonctions de ces espèces de 2 camps qui nous contraignent à choisir. Non, on n'est pas obligé de choisir. La France, vous parliez de multiculturalisme, je pense que la France multicolore, ça n'est pas forcément la même chose que la France multiculturelle. C'est très bien que vous fassiez référence à cet extrait d'Antoine Griezmann, parce qu'on va l'écouter effectivement dans ce genre d'ambiance. On pense surtout aux jeunes. C'est le public auquel ont voulu s'adresser les joueurs français, pas seulement hier soir, tout au long de la compétition. Ils ont adressé un vrai message de patriotisme, encore vendredi effectivement, en conférence de presse dans la bouche d'Antoine Griezmann. Écoutez. Non, parce qu'il faut être fier d'être français. Voilà, on le dit très peu. Voilà, on est bien en France, on mange bien. On a un beau pays, on a une belle équipe de France. On a des beaux Français, des beaux journalistes. Et voilà, faut être fier d'être français. Et j'ai envie que les jeunes aussi disent voilà, vive la France, vive la République. Il faut être fier d'être français. Et voilà, on sait qu'on est très regardé par tout le monde. Et voilà, j'ai envie de dire à quel point je suis fier d'être français. Éric Mestrallet, comment vous réagissez à ce genre de propos ? C'est pas rien d'entendre ça dans la bouche d'un joueur de l'équipe de France. C'est peut-être pas rien, mais moi je trouve ça normal. Oui, mais on n'a pas toujours dit ça. Vous avez tous l'air de dire, finalement, c'est normal. Mais pendant des années, on n'a pas eu des joueurs de l'équipe de France qui diffusaient ce genre de message, si ? Non, c'est sûr que la génération 2010, non. C'est sûr que ça n'a pas été le cas, mais moi je trouve ça normal, donc je suis à la fois non surpris, et je peux le célébrer et le saluer, bien évidemment, mais si on ne dit pas ça à la jeunesse, forcément, elle ne pourra pas se projeter, être fière d'être français. C'est ce que nous, on essaye de faire dans nos écoles pour essayer de leur transmettre cet amour de la France. Ça vous aide, ça vous aide, ce genre de message. Ça, c'est évident, mais donc, nous, dans nos écoles, il y a justement la Marseillaise est enseignée, chantée, le drapeau français est levé avec le drapeau européen. Voilà, donc ça fait. Mais c'est pour ça que je vous dis c'est normal. Et pour moi, la France, elle doit être, elle peut être de toutes les couleurs, mais elle ne doit pas être multiculturaliste. Donc, voilà, je vous rejoins, parce que si. C'est pas ce que j'ai dit non plus, mais. Excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est cultivons, forgeons, prenons conscience de cette culture qui nous rassemble, voilà, mais qui est une unité, comme ça a été évoqué tout à l'heure, pour que les enfants et les plus grands, leurs parents, parce que quand nous on parle des enfants qui sont dans nos écoles, on a aussi les parents qui s'agrègent derrière, ils ont envie de croire dans cette France qui assume ce qu'elle est. Voilà, pendant trop longtemps, c'est vrai, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été assumées. Comme le drapeau français, voilà. On l'a redécouvert au moment des attentats. Souvenez-vous de la minute de silence qui a été un drame national. Dans les écoles que nous, on a essayé de monter, on n'a pas eu ce problème-là. Voilà. Et donc là, je dis, il y a un problème. Dernièrement, lorsque on a commémoré l'attentat contre le colonel Beltrame, on a réussi à rassembler les enfants et leurs familles. Quelquefois, les municipalités ont organisé aussi des commémorations, invitant toutes les écoles. Il n'y avait que les écoles Espérance Banlieue, je parle des 2 communes où on était. Donc là, je dis, je ne jette pas la pierre, je dis, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus.
Voilà. J'espère que Mais d'où l'intérêt de ce genre de message, Antoine Pen. Voilà, de ces symboles très forts vont pouvoir permettre de nourrir ça de manière très organique. Je reviens à ce mot qui me semble extrêmement important pour pouvoir reconstruire quelque chose. Antoine Panicali, il donne un sacré coup de pouce à des associations comme la vôtre, à des think tanks, sport et citoyenneté, Antoine Griezmann. Ce qui est important de noter, c'est que peut-être que le discours est normal, mais ce discours, il est d'autant plus efficace et porteur qu'il est dit par un sportif, parce que qu'on le veuille ou non, il a ce rôle de leader, de modèle auprès de la jeunesse. Justement, on parlait de la jeunesse, il va être beaucoup plus efficace qu'un politique, il va être beaucoup plus efficace que n'importe qui, parce que justement les jeunes vont se reconnaître en lui et qu'un sportif. Et ce naturel, parce que c'est naturel, je pense qu'il ne faut pas toujours chercher la petite bête. Et parce que certains ont dit ils ont des éléments de langage, ils sont devenus des communicants, ils ont tous eu à la bouche le mot République, France, peut-être qu'ils en ont fait un peu trop, qu'ils ont été téléguidés. Alors c'est la grosse différence avec 98, c'est qu'entre-temps, les réseaux sociaux sont apparus, c'est que c'est des professionnels de la communication, c'est certain. Ok, maintenant là on est dans l'instantanéité de l'événement, on est dans la joie naturel et pur quelque part. Et je trouve que le discours de l'ensemble des joueurs, et vous l'avez dit, ce qui est ressorti, c'est vraiment cette notion de république. Ce qui est ressorti, c'est plus le Black Bomber de 98. 98 a été un coup raté quelque part. C'est une occasion manquée, vraiment, pour le coup. Là... Mais qui était d'ailleurs dans le communautarisme finalement. Parler de Black Bomber, c'était déjà un peu communautariste. Là, on est plus dans liberté, égalité, fraternité. Il y a même eu des jeux de mots là-dessus avec Mbappé. Je pense qu'il y a un vrai défi maintenant à relever. C'est génial, il y a une véritable ferveur. Maintenant, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Il faut que les décideurs, mais tout type de décideurs, politiques, sportifs, de la société civile, surfe quelque part sur cette vague de positivisme pour transformer l'essai et faire en sorte que justement le sport a démontré à travers cette victoire qu'il pouvait être encore une fois un levier extraordinaire. Et profitons du sport, servons-nous du sport. Il ne pourra pas tout résoudre, c'est certain, mais servons-nous du sport parce qu'il peut être un moteur de cohésion sociale, un moteur de mixité, un moteur d'intégration extraordinaire. Et comment transformer l'essai, Rémi Féron ? Alors je pense qu'il y a d'autres perspectives sportives d'ailleurs qui peuvent fédérer, enthousiasmer. Je pense aux Jeux Olympiques de 2024. Oui, mais on ne peut pas compter toujours sur le sport. Il faut qu'à un moment donné, effectivement, les responsables politiques, dans le quotidien... Pour avoir une parole aussi politique sur ce que fait le gouvernement, le président de la République, je trouve qu'il y a beaucoup de messages inverses qui sont envoyés. Si on parle du sport, le budget du ministère des Sports a été diminué dans le budget 2018. Et c'est ce qu'on appelle le sport de proximité. Et ce succès, la Coupe du Monde, c'est aussi un succès du sport de proximité en France et de la capacité à repérer de jeunes joueurs. Patrick Caner demande l'augmentation du budget du ministère des Sports. Il a raison. Si on prend Parcoursup, ça n'avait pas été vu au départ, mais on se rend compte après coup que par la séparation entre les académies, les jeunes des académies de Créteil en particulier sont très défavorisés. Et donc on a aussi besoin de mélange et de parcours possibles. Si on prend les emplois aidés qui ont été aussi diminués, c'est autant pour l'intégration et fédérer une société en moins dans les banlieues. Et je sais que notamment les clubs de sport ont beaucoup recours aux emplois aidés. Donc l'enterrement du plan banlieue de Borloo. Voilà, je vois aussi beaucoup de signes qui vont dans le sens inverse. Ça peut aussi, cette victoire, créer une prise de conscience qu'il faut s'appuyer dessus pour justement enclencher un mouvement complètement inverse. Là où je vous rejoins, permettez-moi, là où je vous rejoins, c'est que cette victoire, c'est aussi la victoire du football amateur. On l'a vu même hier, ça a été projeté sur l'Arc de Triomphe. Tous ces joueurs, ils viennent des clubs amateurs. Ils viennent tous de clubs, la plupart en région parisienne, mais sinon partout en France. Et c'est aussi finalement cette victoire du territoire, cette victoire du sport amateur. Donc on parle de bénévoles, on parle de dirigeants, et là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un véritable défi à relever là-dessus pour les pouvoirs publics, parce qu'il y a une problématique de bénévolat en France, une problématique de reconnaissance des compétences, et que... Oui, donc il faut un discours cohérent et des faits entre les discours politiques. Et Jean-Sébastien Ferjou, Laura Flessel sur Europe 1 disait ce matin, cette Coupe du Monde, c'est donner à cette nouvelle jeunesse l'envie d'oser croire en leurs rêves. D'accord, mais il faut que le discours politique soit suivi des faits. Comment transformer cet essai ? Oui, parce que cette phrase-là est un peu fumeuse. Enfin, où tout le monde peut... Non, mais on peut tellement le dire finalement en toutes circonstances que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais je pense que transformer l'essai, c'est peut-être en écoutant. Moi, il y a une phrase de Kylian Mbappé qui m'a vraiment marqué, qui était la semaine passée dans une interview dans Le Parisien. Où il disait il parlait de l'équipe de France. Il parlait pas de la France en tant que telle. Il parlait de l'équipe de France. Mais il disait il faut qu'on sache souffrir ensemble.
Pardon. Et je crois que c'est vraiment de ça dont on a besoin, parce qu'on est rentré à l'inverse dans une société qui ne cesse de chercher à qui sera la plus grande victime, à qui a été la plus grande victime de l'histoire, à qui est le plus victime de discrimination, à qui est le plus victime de l'autre. Et donc savoir souffrir ensemble, pas pour le plaisir d'être masochiste, mais pour dire on peut avoir des défis à relever ensemble. Qui peut en douter en regardant l'histoire contemporaine, qui peut en douter en regardant l'actualité par ailleurs. Mais justement, c'est savoir souffrir ensemble et ne pas vouloir en permanence être en train de se faire reconnaître, peu importe que ce soit avec ou sans la bénédiction du drapeau bleu, blanc, rouge, comme la victime de quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça qui atomise avant toute autre considération la société française. Et c'est aussi les discours, pardon, mais le plan Borloo, s'il suffisait d'un plan Borloo pour que la situation des banlieues françaises aille mieux, ça se saurait. Et s'il suffisait d'ailleurs de gagner une Coupe du Monde, je pense que l'Allemagne, qui l'a gagnée la dernière fois, ou les Italiens qui l'ont gagnée, n'auraient pas élu les gens qu'ils ont élus ensuite. Donc il faut quand même savoir raison garder et, comme je vous disais, savoir vraiment résister à ceux qui sapent les fondements de l'unité nationale en étant dans la culpabilisation permanente. Que ce soit les tenants du grand remplacement qui sont dans une espèce de fantasme et qui voudraient nous ramener une espèce d'identité figée, ou ceux qui, à l'inverse, veulent à tout prix nous faire avaler une identité qui, objectivement, n'est pas celle de la France, ne correspond pas à notre histoire et ne correspond même pas au ressenti des Français. Donc après, avec le temps, des choses peuvent se construire. Mais il faut quand même être capable de regarder la réalité en face. Éric Mestrallet, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, on peut souligner aussi la valeur travail, la rigueur qui a été mis en avant par Monsieur Deschamps, l'entraîneur. Voilà, et il a réussi à montrer qu'il n'y en avait pas un qui était au-dessus de l'autre dans ses joueurs, de telle manière à ce que ce soit un vrai collectif qui travaille, qui ne fait pas trop vite des victoires intermédiaires. Et je pense que ce beau parcours, c'est le parcours finalement d'une France qui est capable de souffrir pour pouvoir réussir. C'est l'éloge de la rigueur, l'éloge du travail. Exactement. Et je pense que ça, c'est pas facile. Gagner quelque chose, obtenir quelque chose, c'est pas un dû. La victoire, c'est pas un dû, c'est le fruit d'un travail. On le fait on peut très souvent le remarquer dans le sport, mais dans la société, dans la vie aussi, mais dans la société, on a plutôt tendance à dire j'ai droit à ci, je veux ceci, ou si je réussis pas, c'est à cause d'eux. Et voilà. Donc, non, c'est collectivement comment on fait pour réussir ensemble et pour se projeter ensemble. Et je pense que cette équipe montre qu'on peut se projeter ensemble, et ça, c'est extrêmement important. Alors Emmanuel Macron, ça ne vous a pas échappé, reçoit les Bleus ce soir à l'Élysée, ainsi d'ailleurs que 3000 autres convives, dont 1500 jeunes. Jusqu'ici, le chef de l'État avait été plutôt discret dans cette Coupe du Monde. Ces dernières 24 heures, il faut le dire, on le voit un petit peu plus. Regardez d'abord cette photo. Personne n'a pu passer à côté. Le président de la République debout dans la tribune officielle, les 2 poings levés. Cliché qui a fait le tour du monde, pas seulement des médias français. Et puis il y a eu cette vidéo tournée par Paul Pogba dans les vestiaires, un moment où Emmanuel Macron avait un message pour eux. Je voulais vous dire quelque chose. Vous avez fait rêver tout le pays. Et l'adjudant-chef Cabrita qui est là avec nous, c'est un exemple de ça. Il y a quelques mois, il était donné pour mort au Mali. Parce qu'il se bat pour le pays et il est au régiment médical. On l'a sauvé. Il a perdu une jambe, un bras. Et il a été abîmé de partout. J'ai fait sa connaissance au mois de juin. On voit qu'une chose, c'est son sourire, comme vous le voyez ce soir. Et en faisant la fête nationale avec les militaires, comme un président fait toujours les 13 juillet, je l'ai revu le 13 juillet. Il était sur un fauteuil roulant. Et il m'a dit une chose. Il m'a dit que la personne qu'il admirait le plus, c'était Didier Deschamps. Ça m'a fait un peu mal au début, mais... C'est forcément quelqu'un de bien. Et il m'a dit, j'ai une faveur à vous demander. Demain, quand vous verrez après-demain, quand vous verrez les joueurs, dites-leur qu'ils ont fait rêver un petit Français comme moi. C'est pour ça que je voulais vous l'emmener, parce que je voulais que vous vous rendiez compte de ce que vous faites. Merci à vous. Et honnêtement... Alors, il commence déjà à y avoir une petite musique autour d'une éventuelle récupération politique. Le journal 20 minutes a titré l'un de ses articles « Et si c'était Macron la vraie star de la finale de la Coupe du Monde ?» ce qui a donné lieu à quelques tweets agacés. On va vous donner celui de l'économiste Thomas Porcher. Bientôt, on va nous dire que ce sont les Bleus qui doivent féliciter Macron et pas l'inverse. Vous la voyez, la grosse ficelle ou pas ? Hashtag récupération indécente. Rémi Ferraud, qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que le président de la République est dans son rôle. Après, il surjoue un peu, mais ça, c'est sa personnalité. C'est pas la première fois. Je trouve que sinon, il est dans son rôle et je trouve, y compris qu'il soit allé dans les vestiaires avec ce militaire français blessé au Mali, c'était un beau symbole et mérité. Donc, non, je n'ai pas de critique à faire sur l'attitude, la présence d'Emmanuel Macron.
Jusqu'à cette soirée à l'Élysée, 3000 personnes. Il est président de la République, il est normal qu'il prenne un peu la tête de ces festivités. Non, il n'y a rien qui m'a choqué, si ce n'est que j'ai jamais été, à titre personnel, très fan de sa façon de tout surjouer, mais il n'y a là rien de nouveau et chaque Français peut avoir son avis là-dessus, ça ne me paraît pas très important. Et là, c'est lié à un tempérament. Jean-Sébastien Ferjou, ce sont des accusations infondées, des accusations de récupération politique, d'après vous ? Je suis d'accord, je trouve pas ça très intéressant. Enfin, franchement, je pense en plus que c'est prendre les Français pour des espèces de mineurs qui seraient incapables de décrypter les images qu'ils ont sous les yeux. Je suis assez d'accord avec vous, il y a un côté assez surjoué, mais qui est inhérent à la personne d'Emmanuel Macron et qu'on voit régulièrement dans ces images. Mais c'est vrai que là, entre Philippe Poutou, Thomas Porcher, qui est un économiste proche de la France Insoumise, que ce soit Éric Coquerel, que ce soit Alexis Corbière, on voit, ils ont de la peine quand même avec ce peuple qui n'est pas celui qu'ils voudraient. Ils aimeraient bien que le peuple il soit sur les Champs-Élysées pour protester contre Emmanuel Macron. Je crois que c'est Alexis Corbière ou je ne sais plus qui d'autre aujourd'hui qui disait « Je rêve de voir un des joueurs de l'équipe de France à l'Élysée s'élever contre Emmanuel Macron » en faisant référence aux athlètes noirs américains qu'il avait fait à l'époque. Mais ils sont déconnectés. Mais voilà, le peuple français n'est peut-être pas celui qu'il souhaiterait qu'il soit, mais il est assez grand pour se faire un avis tout seul sur les choses. Et effectivement, si la ficelle est grosse, les Français ne sont pas idiots, ils sont capables de la voir aussi. Donc franchement, tout ça n'a aucune espèce d'importance. Éric Mestralet. On attend ça de la part d'un président de la République. Et je préfère le positionnement qu'a M. Macron que le positionnement qu'a eu M. Chirac en son temps. Non, moi je suis très très content de voir qu'il va permettre à une jeunesse de s'identifier dans une équipe nationale qui parle de la France, qui est fière de la France. Qui est fier de tout les belles choses qui se font en France. Et on ne le dira jamais assez, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un beau patrimoine dont tout le monde est dépositaire. Oui, mais vous comprenez comme moi que l'idée, c'est aussi de ne pas éclipser tous les problèmes qu'il y a. Et il y en a en banlieue, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Les gens qui ont des problèmes, ils ne sont pas demeurés non plus. Ils ne sont pas frappés de démence juste parce qu'ils ont été joyeux pendant un match. Non, mais il y a une sorte de parenthèse enchantée qui pourrait Mais pour ceux qui ont réellement des problèmes, ils les ont toujours. Profitons de la parenthèse et profitons aussi pour souligner ce qui se fait de bien et pour se projeter ensemble grâce justement à cette parenthèse. Donc oui, les problèmes restent. Le problème d'éducation, le problème de l'urgence éducative en banlieue, chose que ne réglait pas du tout le plan Borloo parce que cette vision technocratique et massive était très éloignée de cette vision organique qu'il faut absolument apporter. Les petites cellules qui vont permettre au pays de se refaire, de se refonder. Donc ça, c'est important. Et ça reste bien évidemment criant d'actualité. Mais je pense qu'avec ces images, on va avoir une jeunesse qui va avoir envie de se projeter et ça, c'est génial. Antoine Panicali. Je ne sais pas si c'est surjoué. Ce qui est certain, c'est que c'est un fan de foot. Ça, il l'a toujours dit. C'est un fan de l'OM. C'est pas sa plus grande qualité, mais c'est un fan de l'OM. Mais en tout cas, ça, c'est une réalité. Après, oui, encore une fois, on n'est pas naïf, mais je rejoins ce qui a été dit. Les Français ne le sont pas non plus. Mais profitons de la parenthèse, comme vous dites. C'est une parenthèse joyeuse. Profitons-en. Là où on peut peut-être un peu plus challenger le président, c'est l'attendre plus sur le après. C'est OK, c'est très bien. Il faut le faire. C'est son rôle d'être quelque part le leader de cette parenthèse enchantée-là, mais c'est aussi son rôle finalement d'inciter les collectivités locales à se servir du sport comme un levier efficace. C'est son rôle de faire en sorte que les prochains grands événements sportifs soient justement ce laboratoire de nouvelles idées pour développer l'éducation, pour développer la mixité, pour développer la cohésion sociale. Et le sport est parfait pour ça. Alors derrière, il faut l'évaluer, faut mesurer les effets, mais en tout cas, on est à un tournant qui mérite d'être exploité, qui est d'être efficace. Et puis, on aimerait bien entendre Emmanuel Macron pour préciser les choses. Quand on voit la photo là, était-il atteint de la lèpre ? Non, mais réellement, puisqu'il a parlé des nationalismes comme d'une lèpre, mais est-ce que l'opposé, c'est le progressisme ? Enfin, je veux dire, quand je vous parlais tout à l'heure de catégories de pensée à reconstruire, mais c'est précisément de ça. Quand est-ce qu'il y a lieu d'être fier d'être français et quand est-ce que c'est dangereux ? Parce que dans la pensée actuelle, ça n'est pas très clair. Et justement, Emmanuel Macron est relativement timide sur la question de la laïcité, sur la question justement du modèle d'intégration républicain. Je pense qu'il y a besoin, sans partir, parce que je suis d'accord avec vous, il faut aussi s'appuyer sur quelque chose d'assez organique, sur ce que sont réellement les Français, quelles que soient leurs origines. Mais ça ne peut pas être non plus totalement dans le vide, parce que pendant que lui ne parle pas, d'autres parlent. Quand on voit des articles aujourd'hui dans un certain nombre de médias qui disent « Imaginez si Kylian Mbappé était mort en Méditerranée ». Mais c'est juste complètement idiot, complètement odieux. Déjà, c'est le monde. Mais on mélange tout. Et ça, oui, mais... Parce que mine de rien, le discours politique et les gens, ou les Français, ou les jeunes, ils voient ces images-là, mais ils entendent aussi le reste. Et donc ce sont tous ces discours-là, à la fois, comme je vous disais tout à l'heure, de ces identitarismes de droite, ou d'extrême droite, ou d'extrême gauche, qu'il faut contrer par une parole publique forte. Et en l'état,
pendant le quinquennat Macron, elle ne l'est pas toujours. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Patrick Le Yarrick à Pierre Aski. On va aborder un autre point de cette Coupe du Monde, sa réussite logistique. Stade magnifique et fonctionnel, ambiance chaleureuse, aucun incident majeur. C'est la Russie de Vladimir Poutine qui en ressort peut-être grandi. La Coupe du Monde ou l'opération séduction de Poutine, on en parle juste après ce sujet de Sandra Cerquera. Il misait beaucoup sur ce mondial et Vladimir Poutine a réussi son pari. Montrer une belle image de la Russie, accueillante et souriante, à l'heure des conflits diplomatiques à répétition avec les Occidentaux. Car l'organisation de la Coupe du Monde a bel et bien été une réussite. Loin de la mauvaise image habituelle de la Russie, des touristes du monde entier, grâce aux facilités de délivrance de visas, ont apprécié l'accueil de tous les services mobilisés, profité des trains gratuits pour relier tous les stades. Les équipements réalisés pour l'occasion ont aussi constitué une véritable vitrine économique pour le pays. Le leader russe a aussi montré qu'il était capable d'assurer la stabilité politique en évitant tout débordement. Les supporters violents, les ultras, ont été tenus à l'écart, les gestes et propos racistes canalisés. Vladimir Poutine en sort donc renforcé. Le locataire du Kremlin n'a assisté à aucun match, sauf hier lors de la finale où il s'est dit fier d'avoir organisé le mondial. Il a su se faire discret pour mieux récolter les fruits du succès. Avec nous pour ce match des idées, Patrick Le Yarrick, député européen, directeur du journal L'Humanité et auteur de ce livre, et nos frères pourtant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pierre Aski, bonsoir et bienvenue également, président de Reporters sans frontières et auteur de ce livre, Les années 50 et si la guerre froide recommençait. Cette réussite du mondial est-elle aussi celle de Poutine? Regardez ce qu'a déclaré le président de la FIFA lors de sa visite au Kremlin. Nous sommes tous tombés amoureux de la Russie, nous avons découvert un pays que nous ne connaissions pas. Toutes les peurs que certains tentaient d'attiser avec cette Coupe du Monde ne se sont pas réalisées. Ça a été l'exact opposé. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'à l'issue de cette compétition, il y aura effectivement un changement de regard sur la Russie, Patrick Le Yarrick? Ça, on ne sait pas. C'est vrai que l'image était dégradée. C'est vrai qu'il y avait des craintes. On a en mémoire les hooligans au moment de l'Euro. On a en mémoire des propos homophobes et racistes dans les stades. Et on n'oublie pas non plus les atteintes aux libertés qui se sont déroulées avant le mondial et malheureusement pendant le mondial, puisqu'il y a aujourd'hui M. Stanstov qui est toujours en grève de la faim pour protester contre son incarcération. Donc on ne sait pas si l'image va changer. Ce qui est vrai, c'est que l'organisation du mondial est réussie. Plus que l'organisation, c'est, semble-t-il, toute l'image de la Russie qui en ressort un peu grandie, Pierre Aski. Alors, moi, j'avais détourné la célèbre plaisanterie juste avant le début du mondial, qui était le football, c'est 11 joueurs qui affrontent 11 joueurs, et à la fin, alors dans la blague, c'est l'Allemagne qui gagne. Là, j'avais dit, c'est Poutine qui gagne. De fait, c'est Poutine qui a gagné son opération. C'est la France qui a gagné, fort heureusement. Ah oui, ça là-dessus, on est d'accord. Ça, on le sait maintenant. Mais Poutine en sort effectivement vainqueur parce que il avait beaucoup à gagner. Effectivement, il a une image dégradée depuis... En gros, 2014, pour faire court, depuis l'annexion de la Crimée, depuis... en Occident, vous voulez dire, ou sur le plan intérieur? En Occident. Non, sur le plan intérieur. La Crimée a été une opération politique extrêmement importante. Non, je parle sur le plan international et sur le plan de son image internationale. Là, la Coupe du Monde, c'est une opération de soft power pour tout pays qui l'organise. À raison de plus pour un pays qui a des problèmes d'image et qui cherche à l'améliorer. Et effectivement, ce qui a été frappant, c'est qu'ils ont réussi à maîtriser à la fois la logistique de la Coupe, ça c'est clair, mais aussi la question des hooligans. On se souvient quand même en France, pendant l'Euro en 2016, il y avait eu des sacrés problèmes avec les hooligans russes, je crois que c'était à Marseille. Et là, on n'en a pas entendu parler pendant toute cette coupe. Et puis, Poutine a fait une opération diplomatique. Il a reçu en tête-à-tête 20 chefs d'État pendant toute la durée du mondial, puisque de nombreux chefs d'État se sont succédés pour assister au match de leur équipe. Parmi eux, effectivement, Emmanuel Macron, qu'il a rencontré en tête-à-tête hier. Ce qui est une manière assez intéressante, parce que, souvenez-vous, quand il y a eu l'affaire Skripal en Angleterre, il y a eu une sorte de rumeur de boycott, et finalement les Anglais ont dit ok, on envoie
aucun officiel, pas même un prince quelconque à Moscou pour assister au match. Et à l'arrivée, ça n'a eu aucun impact, c'est-à-dire que, y compris sur le plan diplomatique, Poutine a fait le carton plein. Et Emmanuel Macron n'est pas la moindre des prises, puisqu'il y est allé pour la demi-finale, puis pour la finale. Donc c'était quand même, je pense, assez significatif. Patrick Le Yarrick, ça vous fait changer d'avis? Il y a une vraie victoire de Poutine derrière cette compétition, à la fois diplomatique, et peut-être aussi sur le plan intérieur? Une victoire de Poutine, c'est... Oui, à l'instant, évidemment, il y a tout ce que vient d'expliquer Pieraski, qui est parfaitement exact. Est-ce que ça va faire changer l'opinion que les populations mondiales ont de lui? Ce n'est pas du tout sûr. Il y a quand même beaucoup d'antécédents et de crispations. Au plan intérieur, il a profité du mondial pour annoncer un allongement de l'âge de départ à la retraite. Et il y a eu un début de manifestation et depuis, on n'en a plus parlé. Donc, est-ce que ceci va reprendre à partir des questions sociales, de la question sociale, parce qu'à force de dépenser de l'argent dans des opérations guerrières, vraisemblablement, on serre la vis aussi sur les enjeux sociaux à l'intérieur du pays. Sans oublier que certains se demandent comment il a verrouillé à ce point sur le plan sécuritaire. Vous parliez de hooligans russes, ils existent ces hooligans russes. Que s'est-il passé? Comment ne sont-ils pas apparus au grand jour? Comment n'y a-t-il pas eu de casse? Jamais. Oui, ça, on ne sait pas. Il y a des services. Oui, mais c'est du coup inquiétant. Je pense qu'on peut faire confiance à Vladimir Poutine pour organiser la sécurité. Je pense qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut avoir des doutes, mais pas sur le plan de la sécurité intérieure. Et là-dessus, effectivement, ces services se sont révélés extraordinairement efficaces. Parce qu'il y avait les hooligans et des menaces terroristes aussi. Et le seul couac de ces semaines de compétition, ça a été cette irruption des Pussy Riot pendant le match de finale, dont on... Un groupe féministe, je le dis pour nos téléspectateurs, les Pussy Riot, effectivement. 4 sont apparus sur le terrain hier soir, il me semble. Qui étaient affublés du même uniforme que les policiers qui étaient de garde à l'intérieur du stade, donc, et qui sont maintenant poursuivis d'ailleurs pour usurpation d'identité, de port illégal d'uniforme, etc. Bon, elles en ont vu d'autres. C'est l'un des petits couacs. Mais c'était quand même un tout petit rappel, une sorte de piqûre de rappel que voilà, tout n'est pas rose au royaume de M. Poutine, même si, il faut bien le dire, la chronologie des événements le sert, puisque il est à peine auréolé de cette Coupe du Monde réussie qu'il rencontre Donald Trump le lendemain, aujourd'hui même, et que le simple fait qu'il y ait cette rencontre est pour lui un vrai bonus sur le plan diplomatique. On y vient tout de suite, Vladimir Poutine et Donald Trump qui se rencontraient justement aujourd'hui à Helsinki en Finlande. Premier tête-à-tête qui ne se soit pas organisé en marge d'une rencontre internationale, et il semblerait que tout se soit très très bien passé. Écoutez. Je viens de conclure une réunion avec le président Poutine sur une série de questions critiques pour nos deux pays. Nous avons eu un dialogue direct, ouvert et très productif. Ça s'est très bien passé. Voilà, que des expressions très bien passées, mieux que super, a même déclaré Sergueï Lavrov. Est-ce que cette rencontre peut être un tournant? Est-ce que c'est l'annonce d'un nouveau départ dans les relations entre les États-Unis et la Russie? Patrick Le Yarrick. Bon, là, c'est pareil. Le président des États-Unis est tellement versatile qu'il peut déclarer ceci ce soir et autre chose dans la nuit, dans 2 jours. Oui, parce que les séquences sur la scène internationale ces dernières semaines sont quand même extrêmement complexes. Son attitude à l'occasion du sommet de l'OTAN, son attitude vis-à-vis du gouvernement de Madame May, peut-être ont-ils tous les deux en commun la volonté de marginaliser l'Union européenne ou les institutions européennes. Les décisions de M. Trump en ce qui concerne les échanges internationaux, manifestement, ont été, en tout cas, l'augmentation des taxes sur l'acier
va pénaliser assez considérablement, sans doute les Chinois, mais beaucoup l'Allemagne, qui est notamment son industrie automobile, laquelle Allemagne aura tendance vraisemblablement elle-même à se tourner vers la Russie et la Chine. Donc il se joue en ce moment un jeu de domino assez complexe auquel il faut ajouter évidemment la situation au Proche et au Moyen-Orient, les enjeux de l'accord sur le nucléaire iranien et évidemment les enjeux de la poursuite de la guerre ou enfin la paix en Syrie. Oui, parce que les sujets qui fâchent entre les deux pays ne manquent pas du tout. Et il semblerait que cette rencontre ait changé la donne. Les deux hommes ont des mots très forts. Hein. Oui, ce qui est, je dirais, une bonne raison de s'inquiéter de cette rencontre, c'est que autant on aurait toutes les raisons de souhaiter que les États-Unis et la Russie s'entendent. Le monde ne pourrait s'en porter que mieux. Sauf que ça se déroule dans un contexte où, effectivement, comme l'a rappelé Patrick Le Yarrick, l'attitude de Trump, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, il l'a déclaré il y a 48 heures dans une interview télévisée aux États-Unis, qu'il considérait que l'Union européenne était une ennemie. C'est un mot fort, alors même s'il place ça sur le terrain commercial essentiellement, mais son attitude au sommet de l'OTAN a été tout aussi hostile, agressive vis-à-vis de ses alliés, entre guillemets. Et une bonne préparation de retrouvailles américano-russes aurait été justement de préparer ça avec les Européens, par exemple. Or, il fait le contraire. Il casse l'Europe pour aller ensuite faire ami-ami avec Vladimir Poutine. Et en fait, ces deux hommes se ressemblent, c'est-à-dire que ce sont des unilatéralistes, tous les deux. Il considère que l'échiquier de la scène internationale est un échiquier sur lequel on agit par la force. Et c'est leur vision du monde. Au cours du sommet de l'OTAN, il y a des tas d'infos qui commencent à sortir sur le déroulé dans les coulisses. Et à un moment, Trump s'est énervé et il a mis en cause tous les Européens. Il s'est tourné vers le seul homme dont il a dit qu'il respectait. C'était le président Erdogan de Turquie, qui est effectivement un homme fort au sens autoritaire du terme. Et donc on a cette même vision aujourd'hui à la Maison-Blanche, parce que la Maison-Blanche, c'est pas tous les États-Unis en ce moment, mais c'est quand même le chef de l'exécutif, et à Moscou. Et ça n'est pas fait, en tout cas surtout pour nous, Européens, ça n'est pas fait pour nous rassurer, parce que nous avons, à l'Est comme à l'Ouest, des puissances fortes qui veulent la dislocation de l'Union européenne et qui préfèrent nous vassaliser d'une manière ou d'une autre. Et je pense que dans le jeu de domino dont parlait Patrick Le Yarrick tout à l'heure, il y a une sorte... on a parlé de nouveau Yalta, je pense que c'est totalement excessif. Et Yalta, c'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la division du monde en sphères d'influence entre soviétiques et américains. On n'en est pas là. Mais on est quand même dans l'émergence de ces deux pôles puissants et une Europe qui, aujourd'hui, subit plus qu'elle n'est capable d'agir. Patrick Le Yarrick, en quelques secondes, vous partagez ces inquiétudes pour l'Europe vassalisée? Oui, il faut pas mettre ce processus de côté, d'autant que l'Union européenne est en difficulté elle-même sur une multitude de questions. Elle est en difficulté au plan extérieur où elle n'est pas considérée comme il se devrait, mais elle est au plan intérieur également, puisque par les populations la rejettent. Et certes, le mot Yalta est trop fort, mais dans les stratégies aujourd'hui qui sont en train de se mener, il y a celle du protectionnisme de M. Trump. D'un autre côté, la Russie aujourd'hui veut aller au-delà de son projet de ce qu'on appelait l'Eurasie, pour aller vers le Proche et le Moyen-Orient et même l'Afrique. Et on ne manquera pas d'y revenir. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Bonne soirée, restez au cœur du débat.